podcast est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques. Bonjour et bienvenue au podcast B2B & Go, le podcast qui vous sert à chaque épisode une bonne dose des meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. C'est dans une formule pour emporter que Simon Deschênes et ses invités discutent des meilleures stratégies numériques et tendances de l'industrie, toujours sous le thème de la croissance des ventes. La table est mise pour vous présenter le B2B sous un nouvel angle. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui est comme, je dirais, à la base, peut-être pas le fun à aborder. On peut le percevoir comme ça, mais qui est très, très nécessaire, qui fait peut-être faire pas des nuits blanches, mais certaines nuits blanches à certains entrepreneurs et tout. On parle de nos entreprises, on met beaucoup d'emphase sur nos clients, beaucoup d'emphase sur nos employés, sur notre gestion, notre administration. On veut faire du profit, on veut que notre entreprise rayonne, on fait du réseautage, tout ça. Mais qu'en est-il du cadre légal de notre entreprise? C'est un peu le squelette sur lequel ça s'assoit, tout ça, où ça peut des fois s'effondrer dans des cas où ça a été mal géré. Au même titre, la comptabilité, par exemple, ou les experts qui nous conseillent en fiscalité, tout ça. Aujourd'hui, on parle du légal en affaires, mais pour PME avec... bonjour Adèle. Bonjour Simon. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Merci d'être là. Écoute, Adèle, tu as fondé la boîte légale. Oui. Puis, quand on s'est connus, ça m'a interpellé parce que tu connectes vraiment bien avec le marché de la PME. C'est pas le cas de toutes les boîtes, toutes les firmes d'avocats en droit des affaires. On a l'impression qu'il y a des très gros, il y a des moyens, puis il y a des gens à leur compte, mais comme entre les deux, il y a un vide, que je dirais. Écoute, parle-nous de toi, parle-nous de ce qui t'a amené à faire ce que tu fais. Tu as une histoire vraiment le fun. J'aimerais ça que notre auditoire l'entende. Ah, super. Ben, je vais essayer de faire court, mais oui, j'ai un parcours un peu particulier. Donc, je suis avocate, à la base, avocate et médiatrice, puis je me spécialise vraiment en accompagnement stratégique puis juridique pour les entrepreneurs et leurs projets. Donc, c'est vraiment ça que je fais. Mais c'est pas ça que je faisais dès le début. Je suis allée en droit. Là, souvent, quand on va en droit, c'est parce qu'on a la justice tatouée sur le cœur, puis on veut un peu défendre la veuve et l'orphelin. Donc, j'ai pas fait exception à ça. Et je suis allée en droit, puis j'ai terminé mon parcours, commencé aussi ma carrière un peu plus en droit international, où je faisais beaucoup quand même de droit international, des contrats, mais plus pour des grandes organisations affiliées à l'ONU et tout ça. J'ai vraiment trippé. J'ai vraiment adoré ça. Mais il m'a manqué rapidement du concret, je dirais. Puis vraiment, justement, de cette notion-là tu l'as dit en introduction, le droit, ça peut être plate, le droit, ça peut être lourd, le droit, ça peut être... on peut voir ça comme une lourdeur, comme quelque chose de nécessaire. Mais moi, il y avait quelque chose qui m'appelait à rendre ça... bon, je vais rester humble en disant pas le fun nécessairement, mais du moins accessible, et d'outiller les gens vraiment au niveau juridique. Et c'était très passionnant ce que je faisais, mais il me manquait ce contact-là humain et ce sentiment-là d'utilité, de ramener mes connaissances et mes compétences pour qu'ils servent aussi à autrui, aux personnes qui sont concernées, tu sais. Donc, je suis revenue ici après un périple de quasiment 5 ans un peu autour du monde où j'ai fait des choses comme passionnantes, mais avec vraiment l'intention de revenir aux sources et de me dire, bien, je vais rapporter mon expertise, mon expérience pour que ça serve à... un peu plus sur le plancher des vaches, là, tu sais, dans le sens que ça serve plus concrètement. Donc, ça fait déjà presque 15 ans, je dirais, là. J'ai parti la boîte légale, donc, qui était vraiment destinée à accompagner les entrepreneurs, donc de ramener mon expertise en droit commercial, à accompagner les entrepreneurs dans toutes leurs démarches juridiques. Au début, c'était vraiment ça, tu sais, c'était vraiment très juridique, mais rapidement, puis tu l'as dit, sur le marché des PME, on vient à discuter
discuter puis à échanger avec des chefs d'entreprise qui viennent pas te voir nécessairement juste pour te parler de leurs besoins au contrôle, de leurs problématiques. Ça devient une stratégie, ça devient une discussion, ça devient que tu dois comprendre la vision du représentant de l'entreprise, du chef, du CEO, avec tout dépendamment avec qui tu parles, pour pouvoir vraiment répondre à son besoin, lui donner la bonne structure, lui donner le bon alignement, lui donner la bonne sécurité, les bonnes fondations qu'il vient chercher auprès de toi. Donc, moi, je dis plus « je suis avocate » ou « je suis conseillère légale ». Je dis « moi, je suis vraiment la conseillère stratégique et juridique de la PME ». Donc, souvent, les plus grosses entreprises vont avoir des conseillers juridiques à l'interne, puis là, ils vont aller les voir directement en cognant à leur porte. Ben moi, je suis au bout du clavier. « Hey, Adèle, j'ai tel projet. Hey, là, Adèle, il y a tel casse-tête qui m'arrive. Hey, là, je développe de telle manière. Oh, là, j'ai peut-être un petit nœud que je rencontre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? » Fait que finalement, oui, le légal, mais le légal s'inscrit tellement au niveau stratégique des affaires que c'est ça mon approche, puis l'approche de mon équipe aussi. Qu'est-ce que tu vois... quand tu rencontres des entrepreneurs pour la première fois, qu'est-ce que tu vois qui cloche souvent dans le setup légal? C'est fait quoi tu vois que tu dis « Oh, ça, c'est le portrait que j'ai vu bien des fois, mais qu'il est temps de faire quelque chose. » Oui, bien ça dépend, c'est sûr. Ça dépend souvent ça fait combien de temps que l'entreprise est sur pied. On parle d'une start-up, on parle de quelqu'un qui est établi depuis 3, 5, 10 ans. Ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. C'est certain que si on parle d'une entreprise qui a 5 ans et plus, qui a quand même une bonne quantité d'employés, les red flags sont moins présents parce qu'ils vont avoir eu souvent les meilleurs réflexes ou un meilleur accompagnement. Si on parle de quelqu'un qui est plus en démarrage, ou mettons le 0-3 ans, ou même le 0-5 ans, et qui est en train justement d'acquérir ses ressources humaines à l'interne et tout ça, là, souvent, le plus gros red flag, c'est les gens qui veulent tout faire par eux-mêmes. Puis on le sait, hein, quand on est entrepreneur, tu l'es toi aussi, je suis moi aussi, déléguer, c'est pas toujours évident. S'en remettre à l'expertise de quelqu'un aussi, c'est pas toujours évident. Et l'investissement aussi doit être fait. Tu l'as dit, c'est pas le fun, le droit. Est-ce qu'on a envie de prendre un 3 000, 5 000, 10 000 $ à mettre pour mettre nos fondations, pour les sécuriser? Bien, la réponse, c'est non. C'est bien plus fun de le mettre justement dans du développement, dans notre branding, quelque chose qui rend ça plus concret, plus fun, qui nous apporte directement un résultat et une visibilité. Le droit, c'est intangible. Moi, souvent, c'est ça que je dis, c'est un peu plate. Je vais donner un conseil, je vais charger cher, mais la personne ne se retrouve pas avec un papier souvent dans les mains ou un résultat ou un produit. Donc, c'est de l'expertise intangible. Donc, les gens sont très réticents à aller payer pour ça au départ et donc ils pensent qu'ils peuvent faire les choses un peu à la va-vite ou un peu selon leur connaissance de base où ils vont demander à un ami, un tel qui connaît un avocat. Et là, quand nous, on arrive parce que l'entreprise grandit puis que là, on fait face à des enjeux qu'on n'a plus le choix d'adresser au niveau légal, bien, il faut reprendre tout le travail en amont puis ça coûte 4 fois plus cher au final. Donc, le red flag, c'est de ne pas vouloir investir dans sa structure et dans son conseil juridique et de vouloir faire les choses par eux-mêmes. Moi, je dis toujours, mieux vaut prévenir que guérir, là. Mais les entrepreneurs ne sont pas informés. Tu sais. Moi, je vois des entrepreneurs, des fois, qui vont choisir une structure, par exemple. Tu sais, ils vont choisir d'être en société en non collectif, okay? Qui, sur papier, est moins engageante et moins difficile à mettre sur place, moins cher, moins compliqué à mettre sur place. Mais après ça dure un temps. Après ça, il faut le transformer, par exemple, en incorporation. Mais là, les prix de passer de l'une à l'autre, par exemple, et les prix, puis je parle de prix parce que ça vient avec la complexité, là, souvent les avocats, on charge à l'heure, etc. Bon, donc, la complexité du processus de modifier une structure vers l'autre structure qui va être la structure adéquate et nécessaire, et même quasiment obligatoire, autant du niveau comptable, fiscal que juridique, c'est 4 fois plus compliqué, donc 4 fois plus cher, que si on l'avait fait au départ de la bonne manière. Puis là, ça fait vivre des surprises, des frustrations, des déceptions, mais on n'a pas le choix. Ouais. Effectivement. Puis, mettons, on prend un cas d'une entreprise qui est sur le bord d'être à 5 ans en affaires, qui a, je sais pas moi, entre 10 et 20 employés, qui a pas nécessairement de
fait appel à des services légaux ou quoi que ce soit, c'est quoi le cadre, c'est quoi la boîte à outils avec laquelle, qu'est-ce que tu vas suggérer? Qu'est-ce que ça prend? C'est quoi les piliers? Des bonnes fondations. Tu parlais des bonnes fondations, là. Si on prend un cas un peu plus générique, là, à ce cas-là. Mais habituellement, c'est sûr que si c'est dans le cas d'espèce que tu nommes, donc on est quand même assez bien établi, bon, on a quand même des employés, c'est sûr qu'habituellement, leur structure va être la bonne. On va être dans la bonne incorporation, on va avoir des conventions d'actionnaires, si on est plusieurs actionnaires, si on est plusieurs partenaires et tout ça. Ce qui manque souvent rendu là, malheureusement, c'est souvent plus les contrats. Puis là, moi, ça, c'est un peu mon petit dada, là, parce que les contrats, c'est très humain. C'est très, très, très humain parce que, bon, on réinvente pas la roue à chaque fois qu'on fait un contrat, c'est certain. Par contre, le contrat est très représentatif de ce que vraiment, ce qui se passe à l'interne, tu sais, dans la façon de donner les services. Donc, il est très adapté, très personnalisé. Et souvent, c'est là la lacune, surtout dans le cas d'espèce que tu amènes dans une entreprise un peu plus établie qui, justement, ont peut-être investi dans la structure ou ont peut-être bâti une structure qui leur convenait et qui convenait au niveau fiscal, au niveau des années, mais qui n'ont pas mis l'énergie qu'il fallait et qui sont allés un peu à la va-vite sur comment on donne nos services, comment on intervient avec nos clients, avec nos fournisseurs. On y va humainement parlant, on y va avec la poignée de main, la fameuse poignée de main, ça. Ce qui peut être correct, mais ce qui a ses limites, surtout quand on grossit, tu sais. Moi, j'ai dit toujours, le contrat, c'est juste parce que ça peut faire peur. OK, je fais une petite parenthèse. Les gens ont peur des contrats encore aujourd'hui. Puis moi, là, puis c'est une des raisons pourquoi je suis ici aujourd'hui et c'est une des raisons pourquoi j'accepte les invitations d'aller donner des formations dans des groupes d'entrepreneurs, de donner des ateliers, des conférences et tout ça, parce que je veux changer cette perception-là. Qu'un contrat, c'est pas épeurant. Un contrat, c'est au contraire sécurisant pour les deux parties. On dirait que les gens ont encore dans l'idée que dans un contrat, il y en a un qui tire sur son bout de couverte puis l'autre tire sur son bout de couverte. Moi, là, la manière dont je veux qu'on bâtisse les contrats, c'est de prendre quelle est l'attente de l'un, quelle est l'attente de l'autre, les rôles, les tâches, les responsabilités, et c'est quoi vraiment notre façon de fonctionner ensemble, puis on va le mettre par écrit. Parce que le but d'un contrat, c'est d'éviter les flous et les malentendus. Puis, tu sais, je donne toujours l'exemple du... Tu sais, vous avez une famille, vous avez des enfants, une blonde, un chum, etc. Combien de fois par jour, dans votre maisonnée, avec les gens qui sont supposés vous connaître et vous comprendre, vous dites « Voyons, je te l'avais dit. » « Eh non, c'est pas ça que j'ai dit. Voyons, je te l'avais dit. » Fait qu'imaginez le « Voyons, je te l'avais dit », comment et combien de fois il peut arriver avec des partenaires d'affaires, avec des fournisseurs qui n'ont pas nécessairement de la mauvaise foi, mais ils ne vous connaissent pas. Ils ne lisent pas dans votre tête. Donc, on veut juste éviter ce « voyons, je te l'avais dit ». Puis que si un « voyons, je te l'avais dit », on peut se référer à quelque chose de clair, net et précis dans un contrat pour éviter que, justement, ce soit assimilable à de la mauvaise foi ou que ce soit... qu'on puisse se référer à quelque chose de vraiment, vraiment clair pour finalement aller de l'avant sans interprétation subjective. Puis là, tu parles des contrats clients. Est-ce que tu as d'autres choses, tu sais? Est-ce que tu parles de contrats avec les employés, avec les fournisseurs? Tous les contrats. Tous les contrats, là, je parlais de contrats clients parce que oui, effectivement, c'est important d'avoir des bons termes de service pour les services qu'on donne, les produits qu'on vend. Mais tu sais, je peux parler de contrats justement, oui, avec les fournisseurs, mais des contrats de distribution, des contrats, les employés, ça, c'est inévitable. Des contrats de sous-traitance aussi. Tu sais, souvent, oui, on a notre équipe dans... Ouais, je t'arrête, les employés, c'est inévitable parce que on n'a pas nécessairement une culture ici d'avoir des contrats d'emploi. Plus qu'on pense, oui. Parce qu'on a ici, on a une communauté française. On a plusieurs personnes en France. Et en France, je sens des rires derrière moi. En France, c'est pratique. Oui. C'est presque pratique toujours. Courante, Donc, ils arrivent ici, puis ils se demandent s'ils vont avoir un contrat de travail. Exemple, on n'en a pas de contrat de travail ici. Ben là, c'est-tu maintenant qu'il faut que je te chicane? Comment ça marche? OK, parfait. Non, je veux juste savoir. Non, mais plus que... Écoute, je suis pas étonnée de ce que tu me dis, mais c'est plus que l'on pense, tu sais. Puis moi, pour faire beaucoup de droit du travail, parce que, bon, la plupart des PME que j'accompagne ont des employés, donc il faut que je m'occupe justement de la rédaction des contrats de travail, mais aussi un peu de la gestion des ressources humaines, tu sais, quand ils ont des mises à pied à faire, des congédiements, quand ils ont des plaintes à l'interne, parce que ça arrive. Mais encore là, il faut se référer à ce qui était écrit dans le contrat, parce que souvent, les plaintes, c'est pas de la mauvaise foi nécessairement, mais c'est t'as changé mes tâches, t'as changé. Donc, c'est quoi le pouvoir de l'employeur? C'est quoi les attentes de l'employé? Et oui, il faut que ça rentre dans la culture. Encore là, pour éviter le malentendu
entendu, c'est des gens avec qui on va travailler tous les jours, à qui vous allez demander des choses qui vont être exigeantes, avec des gens qui ont des attentes, puis qui, des fois, on a chacun nos personnalités, on a chacun notre approche, notre philosophie. Donc, on va mettre un lien commun entre tout ça qui va s'appeler un contrat, tu sais. Puis c'est ça, un contrat de distribution, un contrat de fournisseur, un contrat tout. Moi, je pense que toute relation d'affaires doit être mise par écrit. Absolument. Puis, OK, moi, je suis un vendeur. Hein, fait que dans le fond, là, je suis un vendeur. Je suis passionné par le développement d'affaires, puis c'est un peu la mission de ce qu'on fait ici aussi. Tu sais, je te l'ai compté un peu les premières années par choix. Il n'y a pas nécessairement de grosses restrictions à faire affaire avec nous, puis je n'ai pas introduit de contrat nécessairement parce que on voit que, tu sais, je voyais au début, là, c'est différent, maintenant il y a une entente et tout, mais qui demanderait à être revu probablement avec des bons conseils. Mais on le voit, en tout cas personnellement, et puis j'en discute avec d'autres propriétaires d'entreprises, des fois c'est un frein à la vente aussi, donc ça rajoute du lead time souvent parce que le contentieux va se pencher. Oui. Puis des fois, ça peut même être vu comme réfractaire, puis ça peut faire tomber des deals aussi. Mais souvent, puis là, ben, je te donne un exemple. J'ai déjà demandé à ce qu'on fasse un contrat ici. On est arrivé avec une affaire de 23 pages. Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Vraiment, là, je vais... il est assez expressif. Oui, j'ai tout vu, j'ai tout senti. Mais je vais décortiquer un peu ce que tu viens de dire parce que c'est ce que je disais, tu dis, bon, les gens avec un contrat sont réfractaires et tout ça. Moi, vraiment, j'ai une mission de changer la conception face au contrat, qu'on voit plus ça comme un poids, mais qu'on voit ça comme un outil. Ouais. Pour que... Moi, c'est un peu comme une maison. C'est comme de dire, hey, écoute, moi, j'ai le goût de bâtir une maison, là, mais la fondation, là, on la verra pas. On la verra pas. Moi, ce que j'aime, c'est les murs, c'est beau, c'est les cadres que c'est murs, c'est le toit en tôle, là, je trouve ça bien beau. Fait que la fondation, ben, c'est correct, mais c'est parce que ta maison, elle va s'écrouler peut-être, tu sais. Fait qu'on peut-tu commencer par mettre ça? C'est plate, là. Ça va être lettre, ça va être plate à faire, ça va être du trouble. Mais après ça, là, on va pouvoir ériger ce qu'on a envie d'ériger sur ces belles fondations-là. Fait que c'est comme un coup à donner, tu sais. Puis, je dis toujours qu'il faut changer la conception. Moi, j'aimerais que les entrepreneurs qui ont un contrat, puis là, je te parle à toi, là, particulièrement, qui en a pas, ou qui en a un, mais qui est réfractaire à le faire un peu, ça dépend de la manière de laquelle on l'approche aussi. Tu sais, c'est sûr que tu dis, écoute, hey, je trouve ça vraiment cool de travailler avec toi, puis ça. Là, j'aurais un contrat, par exemple, à te faire signer. Pourquoi, par exemple, tu sais, hey, voici notre manière de fonctionner. Nous autres, hey, j'ai vraiment hâte de commencer à travailler avec toi. Tout est écrit dans notre contrat. Prends le temps de le lire. On va le challenger ensemble. Let's go. Puis là, après ça, là, ça va être fait. On va pouvoir partir notre business ensemble. Fait que, tu sais, il y a une manière de dire vraiment, écoute, j'ai envie que notre relation en soit sur le long terme, puis on va tout l'inscrire dans un contrat qui va nous protéger tous les deux, puis qui va nous permettre de partir, tu sais, sur des bonnes bases. Donc, il faut changer la conception que ce soit ton contrat que tu présentes à ton client qui a pas le choix d'accepter oui ou non. Et ça, j'essaie aussi d'éduquer les entrepreneurs que le contrat peut être modulable, OK? Il y a deux approches. Moi, des fois, j'ai des entrepreneurs qui, justement, trouvent ça lourd, qui trouvent que c'est une grande gestion. Fait que je dis, ben, tu peux avoir un contrat, puis c'est un peu à prendre ou à laisser. Si on veut travailler avec toi, il faut qu'on accepte ces termes-là, puis on met des termes équitables, des termes accessibles, des termes le fun. Et c'est un peu à prendre ou à laisser. Comme ça t'enlève une gestion, justement, une lourdeur de négociation et tout ça. Mais j'ai d'autres entrepreneurs, puis je pense que ce serait un petit peu plus ton type à toi, de dire, on a un beau canevas, on part de ça, voici notre manière de fonctionner, voici nos termes et conditions, nos modalités. Mais moi, j'ai le goût qu'on le bâtisse ensemble, notre relation d'affaires, selon tes besoins. Si toi, t'es pas à l'aise avec ça, moi, je suis prête à voir qu'est-ce qu'on peut écrire de ça. Là, ça te donne des contrats un peu plus personnalisés selon tes mandats, ta clientèle et tout ça. Ceci étant, ça fait en sorte que, justement, là, tu bâtis vraiment quelque chose avec ton client, puis c'est pas juste à prendre ou à laisser. Ça dépend de ta business. C'est pour ça que je dis que le droit, c'est pas juste du conseil légal, c'est beaucoup de la stratégie. Donc, si moi, je viens pour faire tes contrats, je vais vouloir savoir quel genre de business que tu as. Est-ce que c'est de la business récurrente? Est-ce que c'est des contrats avec des clients avec qui tu fais affaire plusieurs fois par année? Fait que on ne construira pas de la même manière non plus parce que
Si tu as un client avec qui tu fais affaire plusieurs fois par année sur des mandats un peu sporadiques comme ça, tu vas pas y faire signer ton contrat de 23 pages à chaque nouveau mandat. Donc, on va faire quelque chose d'un petit peu plus global, qu'on va signer aux années, aux 2 ans, qui va nommer ta façon de travailler. Puis après ça, on va avoir des mandats puis des soumissions qui vont venir un peu plus alléger la chose. Puis, tu sais, fait qu'il y a plusieurs manières. C'est par l'apport du contrat à chaque fois. Oui, mais là, il y a le 23 pages dont tu as parlé. Puis ça, je veux aller là-dessus aussi, OK? Parce que ça, c'est un autre de mes combats. Souvent, j'ai des clients qui m'arrivent avec un désir de révision de leur contrat-service parce qu'effectivement, ils ont fait affaire avec un avocat ou une avocate et qui arrivent avec un contrat hyper compliqué puis complexe, beaucoup trop pour leurs besoins, OK? Je dénigre pas le travail de mes confrères consoeurs, pas du tout, mais je pense qu'on n'est pas formé en droit. Puis moi, c'est ce que je fais avec la boîte légale, de rendre ça un petit peu plus le fun, un petit peu plus accessible, tout en gardant ça solide et professionnel, parce qu'on n'est pas formé en droit. C'est comme si on avait une manière de le faire, puis il faut le faire comme ça, puis il faut dire prestataire de service au lieu de genre client, au lieu de parler en tu, on parle de nous à la troisième personne. Nous, l'entreprise B2B, offrons aux clients. On peut-tu dire je, puis dire tu, puis dire... Fait qu'il y a moyen de rendre ça plus léger en gardant le contenu solide aussi dans le ton, dans la forme. Moi, j'ai des clients super trippants qui rendent ça par leur graphiste, tu sais, c'est quasiment un pamphlet, le fun à tourner, tu sais. Non, mais tu sais, ça peut être ça, puis ça peut devenir ça. Ceci étant, c'est sûr, des fois, j'ai des clients qui comme, moi, je veux que tu me fasses un contrat, mais je veux que ça tienne sur 2 pages. Non. Tu sais, moi, je vais pas faire un contrat à moitié parce que toi, tu as peur d'avoir tes contrats, puis tu as peur d'assumer justement la position légale, tu sais. Il faut qu'on le fasse au complet, mais il y a moyen de le faire d'une manière très représentative de tes services, mais aussi représentative de ton énergie, de ton image, de ton approche avec ta clientèle. C'est intéressant. Qu'est-ce que quand tu arrives dans des entreprises puis tu conseilles des entrepreneurs qui font déjà affaire avec des clients avec lesquels ils n'ont pas de contrat. Oui. Tu as des clients qui ça fait des années qu'ils travaillent sans contrat nécessairement. Est-ce que parce que c'est touché, ça, revenir là-dessus puis dire, tu sais, ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble, faudrait-tu signer ça? Oui, mais tu sais, c'est pas nécessaire, là. Mais dans le sens que c'est pas... Moi, c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup de la stratégie, tu sais, puis c'est beaucoup de la vision plus que du seulement juridique. Parce que si j'avais ma tête d'avocate puis que c'était seulement du juridique, je dirais, oui, je te prends un contrat et tu le fais signer à tout le monde avec qui tu fais affaire. Mais c'est pas ça, là. Tu sais, moi, je suis une entrepreneur aussi, j'ai ma boîte, je sais comment ça fonctionne. Il faut avoir une ouverture, une adaptabilité et tout ça. Ceci étant, bon, si ça fait 6 ans que tu as ton gros client et que ça fonctionne bien, on va pas aller y mettre de la complication. C'est pas que le contrat est compliqué, mais de changer la nature de la relation, ça peut devenir compliqué. Ceci étant, on peut le laisser comme ça si c'est confortable. Après, on peut avoir des portes ouvertes aussi. Tu sais, si le client, on l'accompagne puis on change complètement la nature du mandat, ou il y a un mandat qui se grossit, ou il y a une modification, là, on peut avoir une porte ouverte en disant « Hey, écoute, on n'a jamais fonctionné comme ça, mais là, on change vraiment la nature du mandat. » Puis moi, j'ai commencé à instaurer un processus que je t'avais pas... Des fois, ils se sentent privilégiés, même. Ça fait 2 ans que j'utilise les contrats, mais toi, je te l'avais donné, tu l'avais pas donné, tu es tellement un bon client, puis tout ça. Mais là, on change la nature du contrat, puis j'aimerais ça qu'on écrive nos choses juste pour régulariser mes choses à l'interne, tu sais. Fait que, tu sais, moyen d'apporter les choses, que ce soit pas lourd, que ce soit pas gros, que ce soit pas confrontant pour l'autre, qui prenne ça comme un peu un désaveu de confiance dans une relation déjà établie. Donc, tout est une question justement stratégique puis d'approche, c'est humainement parlant, avec du cas par cas pour notre service à la clientèle qu'on veut donner aussi, là. Est-ce que tu as des exemples où justement l'avènement d'un cadre plus solide au niveau juridique, c'est venu, parce que tu sais qu'on a tellement ici sur la croissance des ventes, oui. Mais il est venu... tu as vu un impact sur même la crédibilité que ça a pu donner à une entreprise où tu as vu, où tu as été témoin, où on t'a rapporté le fait que, évidemment, c'est pas juste à cause que tu as un contrat que tu vas générer de la croissance, mais est-ce que tu as vu des corrélations? As-tu des exemples? Oui, j'ai des exemples. C'est sûr à brûle pour point comme ça, mais c'est sûr que j'ai des exemples de témoignages. J'ai un exemple plus concret qui me vient en tête, mais j'ai beaucoup de témoignages, tu sais, d'entrepreneurs qui me disent: Hey Adèle, j'étais réfractaire, là, mais maintenant, avec ton contrat, là, je me sens beaucoup plus solide, tu sais, puis je me sens beaucoup plus professionnelle, je me sens beaucoup plus dans mon assise, tu sais.
de vendre mon service, d'aller proposer mon service parce que là, je me sens équipée. Tu sais, parce que ça a son avantage d'y aller avec des poignées de main puis de parler, mais d'arriver en disant, voici mon processus. En tout cas, moi, je suis une fan des processus, là. Moi, je pense que je suis une listophile dans la vie, là. J'aime ça quand tout est listé puis que c'est... Fait que, tu sais, mais en même temps, je suis hyper spontanée, là, tu sais, mais dans le sens que les choses soient bien cadrées, puis je suis ce genre de cliente-là aussi. Moi, quand je suis cliente de quelqu'un, si je suis cliente de toi, Simon, puis que tu me dis « Ah, c'est de même qu'on fonctionne là. », moi, je pars en courant, là. Ouais, la perception, c'est « Ah, le fait, ça se laisse. » Excuse-moi, qu'est-ce que tu m'offres? Je veux savoir comment, je veux savoir c'est quoi mes modèles. Moi, là, genre, take my money, là. Si c'est clair, puis que si c'est bien fait, puis que je sais où je m'en vais, puis vers quel résultat on progresse, etc., etc., je suis comme... Je suis la meilleure élève et je trouve mes coffres forts, là, tu comprends? Mais il faut que je sois en confiance. Puis t'es comment en confiance? Parler puis bien parler, là. Voyons, excusez. Parler puis bien parler, tout le monde est capable. Tu sais, vraiment, tout le monde est capable. Mais après ça, se structurer puis mettre le client en confiance dans quelque chose qui est tangible puis concret, ça, tout le monde n'est pas capable. Donc... Mais même parler, bien parler, je pense qu'il y en a qui sont pas capables. Il y en a qui sont pas capables, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est plus... Moi, quelqu'un qui me parle bien, puis qui se présente bien, puis qui, en plus, m'encadre tout ça dans un processus qui est clair et qui me sécurise et qui me dit où je m'en vais, je veux dire, je suis vendue, là. Tu sais, je suis vendue. Ceci étant, donc oui, là, c'est plus psychologique ce que je dirais, mais beaucoup un sentiment de professionnalisme, puis de sérieux, puis de crédibilité à l'intérieur de l'entrepreneur même. Ceci étant, j'ai eu beaucoup aussi d'exemples plus concrets où que dès le moment où on a mis au clair il y a plein de choses qui me viennent en tête, là, mais des modalités, là, je vais parler avec le service client, il y avait beaucoup moins, justement, de pertes et de recouvrement d'honoraires non payés à faire parce que la personne savait clairement à quoi s'attendre. Je rentre en business avec toi, parfait, voici mon résultat, voici les étapes à suivre, voici ce que je vais avoir à débourser en paiement mensuel, en forfait, en ci, en ça. Ben, je peux pas vraiment dire à la fin que je le savais pas puis que j'étais pas satisfaite puis que finalement, c'était pas ce à quoi je m'attendais et retenait mon paiement puis finalement pas de payer, OK? Donc, les gens disaient, oh my God, ça a tellement facilité notre gestion interne. Et nos comptes à recevoir ont vraiment considérablement baissé parce que des fois aussi, on demande des avances, on change. Tu sais, quand je dis que c'est pas juste juridique, c'est qu'on regarde tout le fonctionnement stratégique à l'interne. La stratégie, est-ce que, excuse-moi, as-tu déjà pensé à demander une avance? Tu sais, est-ce que tu as le droit? Bon, des fois, je fais affaire avec des professionnels puis ils n'ont pas nécessairement le droit selon leur code en déontologie, mais est-ce que tu demandes une avance? Pourquoi tu commences tes services sans avoir rien dans les comptes? Puis là, si jamais ils décident, tu as un contrat de 6 mois, là, tu dis, ben moi, je te fais du développement sur 6 mois, puis au bout d'un mois et demi, ils débarquent tes paiements qui étaient prévus, mais toi, tu as déjà fait du travail. On fait comment, là? Tu vas-tu courir après 1 500 $ avec une mise en demeure? Ça va te coûter plus cher pour essayer d'aller le chercher, mais là, finalement, tu as perdu ton argent, tu as perdu ton temps, tu as perdu ta crédibilité. Puis les gens, ben le mot va se passer que, ben on peut commencer à faire affaire avec eux, puis sortir de la relation d'affaires, puis finalement pas payer, tu sais. Donc, il y a des gens qui ont dit que vraiment leur recouvrement puis leur honoraire non payé avait vraiment baissé. Puis au niveau du droit du travail aussi, les gens ont dit que ça a sécurisé beaucoup leur relation avec leur employé pour dire, ben l'employé sait à quoi s'attendre. Puis là, quand tu arrives à ton évaluation ou, bon, si tu n'as pas de processus d'évaluation annuel, de dire, hey, moi, on a des nouveaux défis là, dans l'entreprise, etc. Fait que voici tes nouvelles tâches. Mais si c'est écrit qu'on peut, avec un certain avertissement, dans un certain cadre, changer les tâches, les moduler dans telle condition, mais là, il n'y a pas de fausse surprise, il n'y a pas c'est pas confrontant, c'est pas... Donc, c'est sécurisant pour tout le monde et effectivement, ça cadre et baisse le niveau de gestion, de stress, d'insécurité puis de démarches subséquentes à faire pour rattraper des coûts au lieu de les avoir prévenus. Est-ce que on sort des contrats? On sort. On va ailleurs. Le type d'accompagnement que tu offres au niveau stratégique, tu le fais comment? Est-ce que tu fais ça sur une base, tu dis, ben les clients qui t'approchent, parce qu'il y a plusieurs questions. Des fois, il y a des négociations juridiques aussi. Des fois, il y a du litige. Je ne sais pas si tu fais du litige aussi. Oui, je fais du litige aussi. Je m'occupe vraiment de tout ce dont l'entrepreneur a besoin. Et vous le faites sur quelle
c'est une base mensuelle, vous faites des rencontres organisées, prévues, planifiées. Oui, ça dépend. Ça dépend. C'est sûr que dans la culture, les gens sont habitués d'appeler leur conseiller juridique ou leur conseiller stratégique quand ils en ont besoin. Okay? Quand la lumière est sur le rouge. Là. Oui, quand la lumière est sur le rouge. Fait que moi, j'essaie de changer un peu cette optique-là puis cette culture-là. Donc, souvent, quand j'ai une entreprise qui est dans un momentum précis, OK? Par exemple, là, j'ai une cliente qui ça fait à peu près 5 ans qu'elle est en business, son entreprise, elle prend beaucoup d'ampleur. Là, ils veulent intégrer 2 associés, OK? Mais ils sont pas encore sûrs, sont en discussion, c'est ci, c'est ça. Bon. Ben là, c'est sûr que je dis, écoute, si tu es à l'aise, au niveau plus stratégique, j'aimerais ça qu'on se rencontre de manière plus condensée pendant, mettons, les 2 prochains mois. Parce que là, il y a des idées qu'il faut qu'ils ressortent, il y a des contrats, il y a des négociations qui vont se faire. Des fois, ils veulent pas que je rentre tout de suite dans les négociations parce qu'ils sont en train de créer et tisser leur lien de confiance, mais il faut qu'ils me parlent quand même en arrière, là. Donc, cette cliente-là, par exemple, donc les 2 partenaires, bien là, je les vois 1 fois par semaine. Tu sais, c'était des pieds égales, on l'a mis dans l'agenda, on se prend 1h30. L'autre fois, on est allé prendre un café, l'autre fois, ils sont venus au bureau, l'autre fois, moi, je suis allée à leur bureau. Puis là, vraiment, là, on discute. Puis là, moi, je leur dis, ouais, mais là, avez-vous pensé à telle affaire, telle affaire? Là, il faut discuter avec ça. Là, je leur donne des questions en disant, oui, mais vous n'avez pas amené ça sur la table. Là, ça pourrait créer des mauvaises surprises. Et tu sais, OK, mais là, il y a tel projet qui se développe en même temps. Donc, il y a des momentum où on y va plus précisément. J'ai des clients qui ont des banques d'heures avec moi mensuellement, puis qui disaient, nous, Adèle, on va vraiment les prendre au besoin. J'ai des clients qui, ben là, mettons, sont dans, justement, ceux-là, si elles vont closer, par exemple, la transaction d'être 4 partenaires au lieu 2, ben là, moi, je vais être capable de leur dire, bon, ben parfait, c'est pour la transaction, voici, je vais estimer, fait que là, ben, il va avoir un coût plutôt fixe, puis je vais les accompagner dans les étapes qui vont s'étirer sur 2-3 semaines pour la transaction à peu près, t'sais. Donc, j'ai pas de... Il n'y a pas de one size fits all, là, comme... non, puis j'aime pas ça. Tu sais, moi, avant, j'étais plus conventionnelle, c'est certain. Je chargeais mon tarif à l'heure, puis j'essayais d'estimer, tu sais, plus ou moins, mais je disais, bon, je charge, tu sais, ce qui va être travaillé. Tu sais, puis je le fais encore dans certains dossiers parce qu'il y a des dossiers que je peux pas estimer. Par exemple, dans un litige, moi, je connais pas comment les autres vont réagir. Fait que, tu sais, un litige, ben là, je dis, écoutez, voici les phases, voici ce que je suis capable d'estimer, mais ça va être vraiment à l'heure, etc. Mais le plus souvent, quand je suis capable de faire en banque d'heures, en forfait, puis j'aime mieux ça. Puis c'est plus fun pour l'entrepreneur aussi de savoir dans quoi il s'embarque. Il y a une prévisibilité d'affaires. C'est souvent ça qu'on a comme perception, mais comme expérience aussi. C'est quand on se met la main dans le tordeur. C'est ça. Mais au niveau, puis je comprends au niveau litige que là, ça peut pas... au milieu juridique, c'est pas encore quand même démocratisé, ça, cette façon-là de faire. Les gens chargent encore beaucoup à l'heure. Puis là, de plus en plus, là, on arrive à trouver d'autres façons d'entrer en contact avec notre client puis vraiment de les servir selon leur intérêt, oui, tu sais, stratégique puis de business, mais financier aussi. Oui. Fait que tu peux forfaitiser à ce moment-là pour accompagner. Parce que dans ce temps-là, tu sais, je le vis avec notre firme comptable, moi, depuis 7 ans maintenant. Puis dans leur forfait, je veux dire, oui, évidemment, il y a de l'exécution comptable là, qui inclut les fins d'année, la tenue de livre, les payes et tout ça. Mais il y a du conseil. Mais oui, moi aussi, c'est pareil. Là, je peux appeler, puis j'ai pas peur de recevoir un bill, ça gueule. Conseil stratégique, la manutention et tout ça, tu sais. Puis moi, des fois, je vois qu'il y a un besoin un peu plus criant, tu sais, dans ma communauté d'entrepreneurs. Je suis très active sur les réseaux sociaux et tout ça. Puis dernièrement, je pense que c'était au début de l'été, je voyais tout le monde qui posait des questions sur des contrats puis qui voulait réviser leurs contrats. Mais ça, c'est souvent ça, là. Là, les entrepreneurs, l'été arrive, puis là, ils voudraient tout est prêt pour septembre pour lancer leurs nouveaux services, leurs nouveaux produits. Donc, l'été, c'est vraiment un bon moment pour prendre un recul, cogiter, réviser les contrats, etc., etc. Puis là, je me suis dit, tu sais, moi, je think un peu outside the box. Je me suis dit, ben, je vais faire une offre. Fait que j'ai fait un prix. J'ai dit, ben, moi, je vous rédige un contrat puis je vous en révise 2 dans ce prix-là. Puis j'ai appelé ça, je pense, c'était genre forfait solidification. OK? Ben, ça, l'entrepreneur aime ça. Adèle, je veux ton forfait solidification. Tiens, et c'est combien qu'il paye? Puis là, ben moi, je révise le contrat puis j'en rédige un. Fait que là, ils ont comme un package deal au niveau contractuel. Mais là, on est moins dans le conseil, on est plus dans la manutention. Puis on n'est pas dans l'urgence non plus. Là. On le gère avec un certain temps. Exact. C'est super intéressant. Merci, Adèle, de ta présence aujourd'hui. T'es très pétillante comme avocate du droit des affaires. C'est souvent un mot qui revient. Oui.
Ah, ta présence est super dynamique. Merci beaucoup de tout ton propos Merci aujourd'hui. de l'invitation, vraiment, c'est le fun. Puis merci de donner ces informations-là aux entrepreneurs. Oui, puis ça vient avec notre checklist habituelle dans laquelle on va reprendre là, les éléments principaux. Évidemment, tes points de contact, tout ça, là, pour rejoindre la boîte légale, s'il y a des gens qui sont intéressés là, à t'approcher à ce niveau-là. Puis un gros merci de ta présence. Merci de l'invitation. C'est ce qui met fin à un autre épisode de B2B & Go. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode, en plus de recevoir l'aide-mémoire préparée par notre équipe. Vous trouverez dans celle-ci un résumé des sujets abordés aujourd'hui, en plus de stratégies pour donner un boost de caféine à votre développement d'affaires B2B. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt! Le podcast que vous venez d'écouter est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement d'affaires numériques.